Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Que devient-on après avoir passé une longue partie de sa vie dans le dharma et que l'on se fait vieillissant? Y a-t-il une structure qui, en France, permette de finir ses jours sereinement au rythme de la vie d'un temple? Jeunes et décidés dans les années 70, de nombreux Occidentaux ont été emballés par les enseignements de maîtres bouddhistes qui arrivaient en France et en Europe. Nombreux sont ceux qui ont alors décidé de suivre la voie du dharma, embrassant même pour beaucoup la vie monastique. Un demi-siècle plus tard, cette première génération de moines et de nonnes de France n'est plus toute jeune. Et c'est pour eux que notre invité voudrait fonder un lieu spécifique pour vivre dans le dharma au sein d'une sangha de la même génération. Joshin Sensei, bonjour. Bonjour. De tradition Zen Soto, vous avez découvert le Zazen en France, mais c'est au Japon que vous avez été ordonné et que vous avez reçu la transmission du Dharma par votre maître. À sa demande, vous êtes revenu en France, fonder un temple. C'est en Ardèche, en 1990. Ça s'appelle La Demeure sans limite. Vous avez aussi enseigné notamment en Amérique latine. Et puis aujourd'hui, vous dirigez des retraites dans plusieurs villes de France et aussi en Belgique. Oui. Et vous avez donc ce projet qui vous tient à cœur, de fonder un lieu d'accueil pour les nonnes âgées. Oui, en effet, parce que je trouve qu'on vit une époque très intéressante, parce qu'on est nombreux à être des personnes, on va dire, avançant en âge, qui se posent la question, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux décider pour ma vie dans les années qui viennent. Et on voit plein de choses qui se passent en général, par exemple, dans le Dharma, il y a un lieu comme l'Oasis de longue vie, chez les chrétiens, on voit les béguinages qui reprennent, et puis il y a une chose que j'aime beaucoup, qui sont des habitats collectifs, des habitats coopératifs avec des personnes qui se rassemblent pour décider d'un projet. Et moi, j'ai pensé que dans le Dharma, ce serait intéressant qu'il y ait d'autres personnes intéressées qui puissent venir et puis qu'ensemble, on cherche qu'est-ce qu'on veut faire à partir de maintenant. Voilà. Ce serait un peu dans la continuité de la mission que vous aviez eue à l'époque de fonder un temple. C'est vrai, oui, c'est vrai, parce que les choses changent, n'est-ce pas? C'est le propre de l'impermanence bouddhiste. Et s'il y a 25 ans, c'était fonder un temple qui était important, il me semble que maintenant, au vu de mes propres expériences, de mes propres rencontres, ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour nous qui avançons en âge comme ça. Alors justement, vous parlez de votre expérience, parce que vous avez senti, vous, à un moment donné de votre vie, combien il était bon finalement d'être dans une sangha. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été malade et j'ai passé un certain temps, presque une année allongée. Et cette année, j'ai pu la passer au sein même du temple. Et c'était vraiment pour moi très, très important. J'entendais les cloches. Par exemple, je savais, maintenant, c'est la méditation. Alors même dans mon lit, comme ça, même allongée, j'essayais de faire la méditation. Quand j'entendais que c'était le temps du travail qui commençait, alors j'essayais de faire un petit peu de gymnastique comme ça. Et voilà, j'ai pu continuer ma vie dans le Dharma. Et ça m'a semblé vraiment important. Parce que c'est difficile d'être malade, c'est difficile de vieillir, de sentir qu'on a moins d'enthousiasme, moins d'énergie en tout cas. Mais qu'on peut continuer à vivre au sein du Bouddha Dharma, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et ensuite, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré une nonne, par exemple, une nonne française qui appartient à l'école tibétaine et qui vit à Dharamsala depuis longtemps et qui m'a dit « Bientôt, je vais être obligée de rentrer parce que je commence à être âgée et je ne sais pas ce que je vais faire. » Je me dis, mais oui, c'est vrai, ça se présente pour elle, ça se présente pour d'autres nonnes, d'autres écoles. Et puis, dans les personnes qui viennent à la demeure sans limite, petit à petit, il y a des personnes qui m'ont dit, vous savez, maintenant, j'ai plus de difficultés à venir. Alors, on a mis à leur disposition une chambre, on leur a dit, on va adapter les horaires. Mais les personnes ne se sentent pas forcément très bien d'être un petit peu différente, un petit peu exclue. C'est pour ça que je pense que c'est important et qu'on a envie à un certain moment d'être avec des personnes qui sont comme soi et qu'on essaye de trouver une façon de vivre ensemble dans le Dharma
dans laquelle on se retrouve tous, en fait. Voilà. L'autre aspect de votre expérience, c'est que vous avez déjà fondé un temple, hein, une maison, donc ça veut dire que vous en connaissez un petit peu les difficultés, mais aussi les joies. C'est vrai. C'est vrai que quand on fonde un lieu comme ça, on se retrouve à faire plein de choses qu'on ne s'attendait pas à faire, comme à faire de la comptabilité, à faire de la plomberie, à régler des problèmes entre les gens, à savoir gérer un budget, etc. Donc ça, je pense que ça me donne déjà une base pour un autre projet. Mais ce qui est important pour moi dans ce projet, c'est l'envie qu'il puisse être porté par un groupe de personnes. Je veux dire, je ne le vis pas comme mon projet. Hein. Autant la demeure sans limite, pour moi, c'était la continuité de l'enseignement de mon maître. Autant là, je pense qu'on a affaire à quelque chose de nouveau, à tous les niveaux. Il y a tout le niveau du dharma, bien sûr. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe en ce moment, de chercher un lieu qui soit un lieu écologique, qui soit un lieu où on fasse attention aux énergies qu'on emploie, un lieu où on fasse attention au recyclage, un lieu où il puisse y avoir un potager vert. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses en ce moment et qu'on doit profiter de cette espèce d'exubérance qu'il y a, qui se propose autour de nous. Alors comment vous l'imaginez justement ce lieu? Pour qui déjà? Plutôt pour des nonnes, plutôt pour des laïcs? Oui, voilà. Alors ça, c'est la question qui se pose. En fait, ce que j'aimerais, ce que j'imagine, c'est un lieu dans lequel il puisse y avoir des nonnes qui vivent, parce que en tant que nonne, on se retrouve souvent sans lieux spéciaux, sans moyens financiers, hein, et où on a toujours travaillé en lien avec des laïcs, en fait. Donc je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un lieu où il puisse y avoir des nonnes qui continuent à donner l'enseignement, qui continuent à travailler dans le dharma, et puis des laïcs qui continuent à pratiquer la voie du Bouddha et qui aident à soutenir la présence de ces nonnes. Je pense qu'on garderait l'importance qu'il y a de ce travail commun entre les monastiques et puis les laïcs. Les uns offrant le dharma, les autres offrant la possibilité de continuer à vivre dans un temple. Et pourquoi il serait différent d'un temple qui existe? Comme je le disais tout à l'heure, quand on commence à avoir plus de mal à suivre les horaires des temples, souvent demandent beaucoup, de la méditation, etc. Et il y a un moment, on a du mal à faire ça. Et c'est difficile d'être dans un groupe et de ne pas pouvoir suivre le groupe, je pense. Et bien que beaucoup de temples accueillent les personnes âgées et accueillent toutes les personnes, je pense qu'à un moment, c'est intéressant d'être ensemble, d'être les mêmes, de pouvoir s'encourager, de pouvoir échanger nos expériences qui sont différentes de celles de quand on avait 30 ans ou 40 ans, c'est certain. Pourquoi vous l'imaginez en France? Pourquoi la France particulièrement? Oui. Et je pense qu'en France, on a une chance, c'est qu'on a un très bon système de soins. Et plus ça va, on en fait tous un peu malheureusement expérience avec des proches, il y a tout un système d'hospitalisation à domicile, il y a même des soins palliatifs possibles à domicile. Donc je pense que c'est vraiment un lieu où on peut espérer passer la fin de vie, enfin pratiquement jusqu'à la fin. Quoi qu'il se passe, on ne sait pas, mais chez soi, entouré par les autres, dans cette atmosphère du dharma. Et je crois que ça, c'est une raison très importante pour moi. Ça veut dire que dans ce temple, il y aurait une possibilité d'avoir accès à des soins? Ah oui, bien sûr, pas dans le lieu même, mais à proximité, avec la ville ou le bourg ou tout ça. Bien sûr, il faut voir un endroit où il y ait une offre médicale comme ça, d'hospitalisation à domicile, de soins palliatifs, etc. Et puis travailler en lien avec tout le médical. Ça veut dire que déjà, il faut préparer ça au moment où on cherche le lieu. Il faut aussi penser à ça, bien sûr, bien sûr. Et au niveau de l'enseignement aussi, peut-être si ce sont des personnes en fin de vie, il faut bien le dire, est-ce qu'il y aurait ou il y aura un enseignement spécifique ou pas forcément, pas nécessairement? Ça, je ne sais pas. Franchement, ça, je ne sais pas. Je pense que l'enseignement, il répond à la situation qui est là, vous voyez, et que c'est difficile de le planifier, de le prévoir à l'avance, et que ça sont des choses qui vont se faire tout à fait naturellement, en fait. Vous-même, où est-ce que vous aimeriez vieillir sereinement? Dans un temple, voilà. Mais dans un lieu... le vôtre, par exemple, celui que vous avez déjà fondé? Le temple, la demeure sans limite, maintenant, c'est ma propre disciple qui s'en occupe. Donc, il continue à recevoir des personnes qui viennent pour des moments de retraite et tout ça. Et donc, ça, je pense que c'est important que ça continue comme ça. C'est pour ça qu'il me semble que...
ce serait bien qu'on puisse fonder un autre endroit. Après, la localisation géographique, ça c'est à voir, à décider en fonction des moyens, en fonction de tout ça. Mais c'est surtout quelque chose qui réunirait des personnes avant. Ça veut dire on décide ensemble, on parle ensemble, on discute ensemble, chacun apporte des idées comme ça. Hein, et c'est ça ce qui va construire quelque chose. Parce qu'une seule personne, à mon avis, ne peut pas envisager tous les cas de figure. Ou bien, on voit bien comme quand il y a des discussions, il y a des nouvelles idées qui jaillissent. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est savoir s'il y a d'autres personnes intéressées justement pour qu'ensemble on mette notre énergie, notre décision et puis notre besoin du dharma comme ça. Voilà. Vous lancez un appel en bref. Je lance un appel, c'est vrai. Je vais voir s'il y a un écho. S'il y a un écho, ce sera formidable parce qu'on pourra commencer à travailler. S'il n'y en a pas, c'est que je ne sais pas, c'est que c'est pas le bon moment ou je ne suis pas la bonne personne, je ne sais pas. Mais l'important c'est d'essayer. Voilà. Bien sûr. Selon vous, le projet, comment font actuellement les personnes qui vieillissent et qui, comme vous venez de l'exprimer, disent « j'aimerais rester au sein de ma communauté ». Je pense que je suis à peu près dans l'âge de cette première génération. Hein, donc on est encore dans les moments où on continue à pratiquer, où les laïcs vivent chez eux, avec leur famille, etc. Je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer pour les années à venir. Vous voyez, et qu'on n'a pas vraiment d'exemple, mais en même temps, ça nous laisse une liberté totale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un petit peu au cas par cas. Les personnes retournent dans leur famille, vous pensez, parce qu'ils ont peu de moyens. Vraiment, oui, retournent dans leur famille quand c'est possible. Trouvent un lieu dans un temple quand c'est possible pour le temple de les garder. Mais je crois qu'il n'y a encore pas énormément de personnes. Je pense qu'elles sont toutes plus dans mon âge. Ça veut dire qu'on peut continuer à travailler dans le dharma, mais qu'il faut penser que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura besoin de changer notre façon de faire. Dans l'absolu, vous l'imagineriez comment, cette maison? C'est-à-dire quelle taille pour que ça fonctionne bien? Combien de pensionnaires, par exemple? Et surtout aussi... de la même école ou non, ça je pense qu'il faut que ce soit complètement ouvert. Je pense que on marche tous sur la voie du Bouddha, donc je pense que là on ne peut pas faire des différences d'école, tout ça. Je pense que c'est ouvert à tous ceux qui ont envie de participer à cette nouvelle forme du dharma. Je pense qu'il faut qu'il y ait des laïcs, bien sûr, et des nonnes. Combien de personnes? Moi, je crois que pour qu'il y ait une bonne dynamique, il faut quand même qu'il y ait au moins une vingtaine de personnes pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des personnes qui s'enrichissent les unes les autres. Hein. Donc on peut penser qu'il peut y avoir une vingtaine de laïcs et 5 ou 6 nonnes, par exemple. Et puis il ne faut pas vivre non plus dans quelque chose de resserré. Hein. Et puis des personnes plus jeunes qui viennent, qui pratiquent un moment, justement, avec nous, pour profiter de l'expérience, des enseignements qu'on peut transmettre. Hein. Avez-vous déjà reçu des signes d'encouragement ou des soutiens, y compris de l'école Zen? Alors, d'abord, j'ai la chance, parce que depuis que j'en parle, on me propose beaucoup de projets un petit peu différents, comme par exemple ces projets d'habitat coopératif qui sont très intéressants, qui sont une mine d'idées, en fait, à partager. J'ai la chance d'avoir une personne qui travaille avec moi, qui est chef de projet dans une grande entreprise de BTP, donc qui connaît bien un certain nombre de sujets là-dessus. Et puis j'attends de voir si d'autres personnes voudront mettre en route quelque chose, ou en tout cas en parler, ou en tout cas en discuter, voilà. D'accord, merci. Nous recevons votre appel. Merci, merci beaucoup. Jocelyne Sensei. Merci à vous. C'est le moment de vous présenter quelques livres en lien avec cette émission. Tout d'abord, Tout ce qui compte en cet instant, journal de mon jardin zen de notre invitée Jocelyne Lust-Bachou, en poche, collection Point Vivre. Comme un journal tenu au gré des rencontres, des paysages et des pays, ce livre propose, dans une tonalité toute poétique, de redécouvrir notre monde si agité et d'y trouver un peu d'amour et de sagesse. La cause des aînés, pour vieillir autrement et mieux, un collectif dirigé par Catherine Bergeret-Amselec, paru chez Desclés de Brouwer. Et puis 10 vertus pour cultiver son jardin intérieur, collectif aux éditions Jouvence. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et à très vite pour une nouvelle émission. Merci.